Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission de La pensée et les hommes où nous allons explorer ensemble les liens fascinants entre psychanalyse et religion. La religion et la psychanalyse ont longtemps été perçues comme deux adversaires, l'une déconstruisant les illusions de l'autre. Et pourtant, elles ont toutes deux une quête commune, celle d'explorer les profondeurs de l'âme humaine, de donner du sens à l'existence de l'expérience humaine ou encore de répondre à nos angoisses fondamentales. Alors que l'on se tourne vers l'analyse ou vers la foi, nous sommes tous en quête d'un récit qui nous éclaire sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Giuseppe Balzano et M. Baudouin de Charneux en tant qu'invité. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Alors, vous venez de sortir justement un livre qui s'intitule « Religion et psychanalyse, le phénomène religieux à la lumière de la psyché humaine ». Chamanisme, polythéisme et monothéisme. Je vais utiliser comme référence ce livre lors de nos échanges qui, j'espère, seront passionnants pour les téléspectateurs. Alors, pouvez-vous d'abord vous présenter, messieurs? Monsieur Baudouin. Moi, Baudouin de Charneux, je suis un peu connu à La pensée et les hommes puisque je présente quand même souvent des émissions. Je suis prof de philosophie et de sciences et religions à l'Université libre de Bruxelles. Mais je suis aussi psychanalyste et j'ai une véritable passion pour la psychanalyse depuis 30 ans, puisque j'ai présidé notamment le Centre d'études sur la psychanalyse de l'ULB, une vingtaine d'années. Et je dirais, dans ce livre, j'ai mis ensemble deux de mes passions, l'étude des religions et l'étude de la psychanalyse. Rappelons quand même que vous êtes aussi cofondateur de l'association psychanalytique Omega. Tout à fait. Monsieur Giuseppe Balzano. Eh bien, Giuseppe Balzano, voilà, je suis professeur d'hébreu biblique à l'Institut d'études du judaïsme ici à Bruxelles et je suis également psychanalyste. J'ai rencontré la psychanalyse comme objet intellectuel il y a déjà bien longtemps. Je me rappelle du premier cours en rhétorique, c'est le cours de psychologie où on a longuement parlé de Freud et de la naissance de la psychanalyse à ce moment-là. Et c'est toujours quelque chose qui m'a poursuivi, qui m'a rendu extrêmement curieux jusqu'au moment de faire le pas, de devenir moi-même psychanalyste. Parfait. Alors, avant de rentrer dans le vif des sujets, mettons un petit peu les choses au clair par rapport à une définition, celle de la psychanalyse et celle de la religion, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, oui, définition, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste dire, d'ailleurs, vous avez animé une émission avec Michel Thibault concernant la psychanalyse, où il a aussi donné une définition assez complète de la psychanalyse. Mais de votre point de vue, pourriez-vous me définir d'abord la psychanalyse et ensuite la religion? Par exemple, les concepts psychanalytiques utilisés, etc. Et qu'est-ce qu'une analyse? Ça, c'est très vaste. Donc, on en a pour quelques heures d'émission de La pensée et les hommes. Enfin, la religion, avant tout, pour moi, c'est un phénomène sociologique. La religion, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la reliance sociale et en même temps d'un rapport particulier de l'humain par rapport à un esprit, une déité, un Dieu. Alors, c'est ce que j'ai un peu parcouru dans le livre que vous venez de citer. Donc ça, ce serait une définition, je dirais, assez globale. J'ai écrit un petit livre là-dessus. Bon, à partir de là, on peut discuter dans tous les sens et essayer de raffiner la définition. La psychanalyse, pour moi, je suis assez freudien de ce point de vue-là. Je dirais c'est quand même une méthode mise en place par Freud à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui vise, au travers d'une cure par la parole, de permettre à quelqu'un de mieux se connaître lui-même et finalement de comprendre en quoi il est déterminé. Il y a quelque chose d'assez spinoziste, de l'héritage de Spinoza, je trouve, dans la méthode analytique, c'est-à-dire l'homme est libre quand il sait en quoi il est déterminé. Et donc, progressivement, la personne commence à prendre la mesure de ses déterminations. Mais la grande originalité freudienne, du point de vue de l'histoire des idées, c'est l'exploration de l'inconscient. Pour parler comme un structuraliste, je dirais, Freud invente l'inconscient. À partir de là, cette méthodologie mise en place par Freud, qui, rappelons-le, quand même est un médecin, va traverser tous les courants qui vont suivre de la psychologie des profondeurs, des thérapies courtes, etc., etc. Mais c'est vraiment la base
par rapport à laquelle certains, à tort ou à raison, ont pris quelques distances. La religion, c'est une institution au sens fort, qui organise le monde, qui organise le réel. Alors évidemment, on pense religion aujourd'hui, on ne pense qu'à l'aspect spirituel ou au culte, mais quand on regarde un petit peu l'histoire des religions, on se rend compte qu'il y a quelque chose de l'ordre du théologique et du politique en même temps, et donc qui organise l'ensemble de la société, d'une société donnée. Donc effectivement, c'est quelque chose de très large, et je m'en sors par une petite pirouette en reprenant, je dirais, le regard sociologique sur la religion. Après, il y a toute la question relative à la foi, évidemment. Hein. Donc, c'est aux croyances profondes des êtres, des individus, par rapport à tout ce qui peut avoir un rapport avec l'invisible. Alors, est-ce qu'il y a un Dieu, il n'y a pas de Dieu, les prières, toutes ces choses-là, effectivement, qui vont regarder sur l'intériorité même d'un individu. La psychanalyse, c'est une cure, fondamentalement. Comme l'a répété Benoît de Charneux, c'est inventé par Freud, c'est avoir accès à l'inconscient pour voir un petit peu, même beaucoup, ce que nous sommes, comment nous fonctionnons, et à partir de là, échapper justement à tous nos déterminismes qui nous bloquent dans notre vie de tous les jours. Et par cette cure, par la parole, tenter d'accéder à un petit peu plus de liberté et d'autonomie par rapport à soi-même. Vous avez dit que Freud a inventé l'inconscient. Est-ce que c'est pas plutôt l'avoir mis en lumière? Parce que le concept d'inconscient avait déjà été cité par d'autres auteurs, mais effectivement, Freud l'a mis en lumière d'une autre manière. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? C'est-à-dire que la notion d'inconscient existait, c'était l'absence de conscience. Bon. Mais je crois que Freud, véritablement, c'est pour ça que j'ai dit au sens structural, parce que le structuraliste aime bien dire l'invention de, met un mot sur un phénomène qui jusque-là était quand même très largement méconnu, qui est l'interaction d'une partie de nous-mêmes avec nous-mêmes, au travers d'une série d'éléments qu'il pointe comme indicateurs. Parce que comment peut-on être conscient d'inconscient, hein, c'est un peu un paradoxe. Ces indications, ce sont les rêves, ce sont les lapsus, ce sont les actes manqués, c'est éventuellement nos rêveries éveillées. Et au travers de cela, il met en place une méthode qui consiste par le jeu des associations libres, au travers de la parole, à libérer la personne graduellement du poids éventuel des affects. Et ça, je crois que c'est quand même très original. Alors, on a parlé d'une définition de la psychanalyse ici un peu savante, hein, psyché, l'âme, l'esprit, l'analyse de l'âme, enfin bref, tout ça semble assez complexe, mais il y a une définition toute simple que moi j'aime bien. La psychanalyse, c'est aussi apprendre à redevenir ami de soi-même. Dans votre livre, nous retrouvons beaucoup de références à Freud concernant la religion. Alors, pour n'en citer que quelques-unes, la religion est sans doute une illusion, la religion névrose de l'humanité ou surmoi collectif, ou encore la religion serait la névrose obsessionnelle de l'humanité comme celle de l'enfant. Elle dérive du complexe d'Oedipe, des rapports de l'enfant au père. Donc, l'importance centrale de la figure du père lorsqu'on parle de religion est assez présente ici. Quelle est réellement la position de Freud par rapport à la religion? Freud, traditionnellement, on peut considérer qu'il est athée. Donc c'est véritablement quelqu'un qui met en place une réflexion de type scientifique. Donc de ce point de vue-là, il se détache du phénomène religieux très clairement. On a trop souvent rappelé Freud était juif, ceci, cela. Oui, effectivement, il a une tradition et une origine comme nous tous. Mais méthodologiquement parlant, son objet n'a jamais été de réhabiliter ou de mettre en évidence le religieux. Toutefois, au travers d'un ensemble de ses travaux, je pense à Moïse et le monothéisme, bien sûr. Je pense à Totem et Tabou. Je pense à Malaise dans la civilisation. Il met en place une réflexion sur le phénomène religieux et son incidence sur le plan psychanalytique. Et c'est ça qui m'a intéressé dans la dernière partie de mon petit livre. Tout à fait. Alors, la psychanalyse repose sur des concepts fondamentaux comme l'inconscient, le désir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le complexe d'Oedipe ou encore la castration.
Peut-on retrouver ces notions dans l'expérience religieuse? On peut relire les traditions religieuses à la lumière de la psychanalyse. Ce n'est pas inintéressant. Si, c'est mon opinion, hein, on limitait le religieux à une lecture psychanalytique, on le réduirait d'une façon tout à fait ridicule. Donc c'est un angle d'attaque, c'est un angle de lecture possible, et ça peut générer du sens. Oui, alors effectivement, réduire la religion à une analyse psychanalytique, c'est extrêmement réducteur. La psychanalyse peut avoir un regard sur le phénomène religieux, quel qu'il soit, et sur les rapports individuels que nous entretenons avec l'invisible ou avec nos semblables, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit mon frère, ou n'importe quel autre élément constitutif de la société. Donc oui, le dialogue religion-psychanalyse est un élément extrêmement important que Freud sur lequel Freud a réfléchi énormément, en disant très rapidement que la religion est une illusion. Mais quand on lit de manière attentive également son livre « L'avenir d'une illusion », on comprend très bien que le propos de Freud, quand il parle de religion, en réalité, on pourrait également comprendre derrière ce mot tout ce qui est de l'ordre de l'idéologie politique ou autre. Et donc, fondamentalement, le plus que Freud apporte dans la lecture du phénomène religieux par rapport à la psychanalyse, c'est de déshabiller l'ensemble de ces structures, de ces institutions, de l'aspect illusoire qu'elles peuvent avoir. Donc, en fait, c'est aller analyser le narratif que ces éléments, que ces constructions, religion, politique, idéologie, nous donnent. Et donc, on va réinterroger le sens en comprenant bien quelle est la nature réelle des narratifs que ces institutions nous donnent à comprendre et à mettre en acte à travers la recherche d'un sens de nos vies, le sens de nos sociétés, de ce qu'on y fait et de comment on veut les déployer. Prenons par exemple l'analyste et un prêtre, un curé. Deux personnes vont voir ou bien l'un ou bien l'autre, ou bien les deux. Mais quelle sera la différence? Il y a quand même ce qu'on appelle le transfert qui va agir. Est-ce qu'il agit de la même manière chez le psychanalyste que chez le prêtre? Non. Alors, si vous prenez le rapport au psychanalyste, bien sûr, vous avez le transfert, c'est-à-dire la personne qui vient postule que l'autre sait et va l'aider, et celui qui est là, tout en sachant que l'effort viendra de celui qui vient le consulter, ne peut s'empêcher de penser qu'il va l'aider. Et là se noue quelque chose qui est la relation psychanalytique, et la cure commence. Dans cette, on pourrait dire presque cette mécanique qui se met en place, on a quand même une grande différence avec, par exemple, la confession que vous évoquez relativement à la prêtrise. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, la cure analytique, c'est l'analysant, et là je prends un vocabulaire lacanien, mais qui je trouve est très correct, c'est l'analysant qui va le mener. Moi, un jour, quelqu'un me disait, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, il avait écrit un petit texte, alors il me dit le divan et le psychanalyste. Et donc, il me dit, j'ai pensé à toi et j'ai écrit une petite nouvelle, et voilà. Ça devrait t'intéresser. Je pense que le psychanalyste, c'est toi. Je dis, c'est bien vu, mais moi, je crois que je suis le « et » en tant que psychanalyste. Il y a le divan, il y a le psychanalyste, mais la personne se psychanalyse elle-même. Donc, ça, ce n'est pas la relation religieuse, par exemple, par rapport à la confession. Alors, il y a des différences, confession catholique, confession orthodoxe, il y a des différences méthodologiques. Il y a un rapprochement, il y a le fait que la personne vient, par exemple, exprimer des choses qui lui pèsent, comme on le disait, sur la conscience, et qu'elle tente de trouver un chemin par rapport à elle-même. Ça, c'est un point commun. Mais il n'y a pas un phénomène de triangulation avec une divinité. Donc la psychanalyse, en ce, est véritablement une enfant de la modernité. Du côté du prêtre, il y a aussi une dimension prescriptive quand même très forte qui est totalement absente dans la psychanalyse. Et sacramentelle. Et sacramentelle, tout à fait. Prenons maintenant le rêve. Le rêve est au cœur du travail psychanalytique, et que ce soit chez Freud et surtout chez Jung, on est bien d'accord.
Peut-on dire que certaines expériences mystiques et révélations s'apparentent à une forme de rêve éveillé? En tout cas, ça peut être interprété de cette façon-là. Je dirais pour un psychanalyste, ce qui serait important, c'est surtout d'entendre comment la personne a vécu cet état particulier dans lequel elle était, sans poser de jugement de valeur immédiat, sans plaquer son idéologie propre sur ce que la personne a vécu, et essayer de clarifier ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, pas au sens « la table est ici, elle est bien là », ce qui s'est passé sur le plan psychique, dans le chef de cette personne, comment elle exprime, comment elle le dit, et éventuellement, effectivement, d'autres types d'expériences peuvent être intéressantes à croiser. Mais qu'appelle-t-on une expérience mystique fondamentalement? Il faudrait d'abord effectivement entendre ce que la personne dit et puis à ce moment-là évaluer à quoi nous avons affaire. L'expérience mystique, c'est vite dit. Je veux dire, c'est quand on lit parfois certains auteurs qui ont des expériences d'ordre qu'on qualifie de mystique, ou les grands mystiques de l'histoire, ça laisse songeur, on parle de rêverie. Je suis très, très réservé sur ce genre de questions et de réponses encore plus. Parce que ça occulte aussi la dimension un peu clinique, c'est-à-dire qu'on va évidemment directement, on parle de mystique, on va parler de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de grands mystiques de la tradition, et on va vous dire, mais enfin, ces gens n'étaient pas des fous. Non, certainement, j'aimerais peut-être savoir autant de choses que ce qu'ils savaient. Donc, au nom de quoi est-ce que quelqu'un qui aujourd'hui a une hallucination ne serait pas aussi quelqu'un d'extraordinaire? D'abord, beaucoup de gens sont extraordinaires en soi, mais deuxièmement, il faut voir la souffrance qu'il y a là derrière. Quand on retrouve des cas de gens qui sont psychotiques et que l'on retrouve alors plutôt au niveau de la psychiatrie, dans des institutions, etc., le poids de la souffrance qui pèse sur eux n'a rien à voir avec les récits que l'on peut lire de Sainte Thérèse d'Avila, d'Hildegard von Bingen, ou je ne sais de quel autre grand moine ou monial mystique de la tradition. Il ne faut pas confondre les gens nécessairement et il faut rester extrêmement prudent. D'accord. On va revenir un petit peu sur votre livre et sur le chapitre sur le chamanisme. Vous dites la cure chamanique semble être un exact équivalent de la cure psychanalytique, mais avec une inversion de tous les termes. Toutes deux visent à provoquer une expérience et toutes deux parviennent en reconstituant un mythe que le malade doit vivre ou revivre. Alors, je suis très inspiré par Lévi-Strauss. Sur ce point, les exemples que j'ai pris, c'est surtout d'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. J'ai essayé de reprendre des exemples classiques tirés d'observations anthropologiques dans le monde chamanique pour tenter de comprendre le chamanisme et le rapport particulier du chamanisme à la psyché. Et comme aujourd'hui on parle beaucoup de néo-chamanisme, etc., ça me semblait extrêmement intéressant. Parce que vous avez les trois grandes familles dans ce petit livre. Vous avez le chamanisme, c'est davantage le rapport de la psyché avec le monde des esprits. Le polythéisme, c'est davantage le rapport avec des déités, mais qui, pour paraphraser Lacan, font partie du réel. Et le monothéisme, c'est davantage le rapport avec une déité qui fait partie du symbolique. Donc c'est sur base de cette grille de lecture que j'ai tenté de montrer un certain rapport de la psyché humaine, de l'âme humaine ou de l'esprit ou du principe vital en nous. Le concept ici est assez flou, avec trois grandes familles qu'on qualifie d'ordinaire de religieuses. D'ailleurs, vous parlez dans votre livre du mythe d'Éros et de Psyché qui a été utilisé par Lacan pour expliquer le concept de castration. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quel est le lien entre les deux? Alors, Lacan part d'un tableau maniériste de Zucchi, donc de la Renaissance, et sur base donc de ce tableau qui met en scène les amours d'Éros et de Psyché, il développe tout d'abord son amour pour ce conte magnifique d'Apulée de Mador, qui fait partie de l'Andor, et en même temps, il tente de montrer comment dans le lien amoureux, il y a un signifiant manquant. Alors c'est un peu complexe à développer ici en quelques minutes, mais en tout cas, chez Lacan, je crois qu'on peut soutenir la thèse que la notion de castration, c'est que dans notre
Genèse, chacun d'entre nous, il manque à un endroit un signifiant dans la chaîne. Il y a quelque chose, disons, d'interrogatif, pour jargonner un peu, on dit heuristique, ou quelque chose de l'ordre d'un manque qui s'affirme dans la chaîne des signifiants qui nous permet d'ordinaire de comprendre le monde, les phénomènes, etc. À partir de là, c'est une autre lecture de ce que Freud appelait la castration. D'accord. On est bien d'accord que la castration est pour les femmes autant que pour les hommes. Hein. Ah, tout à fait, oui. Freud, d'ailleurs, parlait du complexe d'Édipe autant pour les hommes que pour les femmes. Tout à fait. On a voulu, après, mettre en évidence le complexe d'Électre. Oui. On peut en parler, bien sûr, mais Freud tenait vraiment à ce que l'on comprenne la castration comme profondément liée à l'humanité, c'est-à-dire à nous tous. Alors, on va revenir un petit peu par rapport à l'actualité, une actualité qui, depuis des années, malheureusement, nous démontre un certain fanatisme, une certaine violence due entre autres, non seulement au fanatisme religieux, mais aussi à certains fanatismes idéologiques par rapport au climat, par rapport au véganisme, etc. Alors, comment la psychanalyse peut-elle expliquer, tout simplement, ce mécanisme de fanatisme? Comment est-ce qu'on peut... Pourquoi est-ce qu'une personne se radicalise? Comment ça se fait qu'elle se radicalise? Quel est le concept psychique qui fait qu'elle devient ce qu'elle devient et nuit à autrui? Ben là aussi, il faudrait un certain nombre d'émissions de la pensée et les hommes pour explorer mais on va essayer de faire ça. Ce concept. Moi, ce que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que le fanatique, la personne qui est radicalisée, permettez-moi de faire un retour en arrière sur votre première question sur la définition de la psychanalyse. Je dirais que dans la psychanalyse, c'est une expérience, et c'est une expérience de l'altérité, de soi-même avec soi-même, de son conscient vers son inconscient. Cette expérience de l'altérité est vraiment au cœur de l'expérience analytique. Rencontrer l'autre avec un grand A. Et la lecture que je pourrais faire avec le fanatisme ou la radicalité, c'est que la personne qui se radicalise, la personne qui est fanatisée, est quelqu'un qui se met dans une position où elle devient incapable de faire l'expérience de l'altérité. Elle veut absolument tout réduire à elle-même, à l'identique. Donc il y a un profond problème au niveau de l'identité à ce niveau-là. C'est l'incapacité à laisser la place à quelque chose d'autre, de neuf, de nouveau, qui soit différent de soi. Et alors, cette personne va s'enfermer complètement dans cet absolu, divin, idéologique, et ne peut pas supporter profondément que quelqu'un d'autre le regarde avec un espace, une distance entre elles deux. Il faut absolument remplir cet espace, il faut le combler. Et aller combler cet espace, c'est la destruction de celui qui est en face. Mais pour ma part, je dirais que c'est concomitant à l'humain que d'être violent. Freud nous le montre bien dans un livre qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », si ma mémoire est bonne, qui a été publié en 1930, où il va d'ailleurs anticiper sur les événements tragiques qui vont arriver et qui vont l'amener en tant que juif à devoir quitter l'Autriche pour rejoindre l'Angleterre. Qu'est-ce que nous sommes, nous les humains? Nous sommes des prédateurs et nous chassons en bande. À partir de là, nous sommes des êtres violents. Cette violence, quand l'éducation est adéquate, nous la refoulons. Les règles sociales, les règles familiales ont fait que peu à peu, nous tempérons. Pour le moment, nous sommes capables de discuter de façon relativement civilisée. Malheureusement, il y a régulièrement des retours du refoulé. Et il suffit les uns et les autres, de nous imaginer 2 secondes dans notre voiture, quand quelqu'un nous embête dans le trafic, comment brusquement nous réagissons avec une violence sans commune mesure avec ce qui se passe, et comment nous sentons en nous des bouffées d'agressivité qui remontent pour un rien, pour quelque chose d'absolument imperceptible. Il suffit de penser à l'ambivalence que nous avons par rapport à nos proches, nos parents, nos enfants, pour lesquels, généralement, la majorité d'entre nous veulent beaucoup de bien. Et pourtant, là, revient à la surface parfois une violence qui est excessive, ne fût-ce qu'en nous. Alors, ceci indique bien ce que nous sommes.
Et c'est ce retour du refoulé qui fait que dans des civilisations, c'est un mot un peu lourd, prétendument très avancées, songe à l'Allemagne du XXe siècle, etc., des milieux hautement lettrés, cultivés, on peut retrouver des appels à la violence et des passages à l'acte violent absolument de l'ordre de l'insoutenable, alors qu'on aurait tellement aimé dire « mais non, que ça c'était pour les barbares, c'était pour ceux qui ne sont pas éduqués, bref, l'autre avec un petit A ». Donc il y a quelque chose là, nous devons chacun d'entre nous prendre conscience. Et c'est exploité par les politiques, par certains politiques. Aujourd'hui dans le monde, avec la montée des démagogues pseudo-dictateurs ou à la limite de la dictature, ou dans la dictature pour certains, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, ils ne cessent d'exacerber ces pulsions violentes, de dresser des groupes les uns contre les autres pour eux-mêmes s'imposer comme les dominants et ceux qui, évidemment, profitent le plus du système. Donc là-dessus, cette idée de la violence est vraiment au cœur de nos vies. Alors, la radicalisation, bon, on aime bien dire ça pour dire que soit on n'est pas radicalisé, hein, mais il y a une palette, c'est comme une palette de couleurs. Et on se situe tous plus ou moins à un endroit et ça peut varier. Alors effectivement, dans les phénomènes les plus graves, on est bien dans des cas effectivement où la personne n'a plus aucune espèce de conscience de ce qu'est l'autre et s'essentialise dans le déni de l'autre, ce qui est tout à fait particulier. Et bon, nous sommes des optimistes comme les psychanalystes. Bon, on se dit qu'on peut quand même venir en aide à des personnes qui en arrivent à de telles déviances sur le plan psychique, mais je ne pense pas qu'il sera possible d'éradiquer ça. Et je ne pense pas qu'il sera possible un jour d'avoir un homme tout beau, tout bon, tout amour, comme on a voulu nous le vendre. D'accord. Alors, on va essayer de finir par une question toute simple. Est-ce que la psychanalyse a encore sa place aujourd'hui dans un monde où les thérapies brèves sont assez exponentielles et où les gens, les personnes, n'importe quel être humain, nous y compris, avons besoin que tout se fasse très vite, à l'instant présent. Alors que la psychanalyse, elle demande du temps. Elle demande un certain temps pour pouvoir tout simplement se connecter à cet inconscient et au refoulé. Nous sommes un petit peu victimes d'un paradigme qui nous a complètement phagocytés, qui est celui du scrollage du téléphone. On clique et on a tout en un instant. Voilà, non, on n'a pas tout en un instant. Il y a une dimension qui appartient à l'homme, qui appartient au réel, qui est fondamentale, c'est le temps. Alors, je pense qu'il faut se faire un allié du temps. Je pense également que ce qui fonde la psychanalyse, et je suis également lacanien, mais freudien également pour ça, c'est le langage. Et parler prend du temps. Attention, les effets positifs de la psychanalyse peuvent être très rapides. Tout à fait. Beaucoup de personnes témoignent qu'en quelques semaines, ça y est, elles se sentent déjà beaucoup mieux. Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne le vit pas non plus. Et d'autre part, la psychanalyse n'est pas la panacée universelle. Il y a des thérapies autres qui sont tout à fait intéressantes et qui donnent aussi des effets. Ça, c'est le choix de la personne qui se tourne vers un thérapeute spécifique et qui tente de travailler avec lui, elle, dans un cadre finalement de connivence et de compréhension réciproque. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent la psychanalyse pour tout le monde, ça n'a aucun sens. Par contre, je crois que les détracteurs se trompent sur un point. La psychanalyse, je crois que ça a été démontré, est le processus de cure qui permet d'aller le plus loin et ça nécessite une certaine épaisseur temporelle. Merci beaucoup à vous deux. Finalement, la grande question reste ouverte. Faut-il choisir entre science et spiritualité ou au contraire tisser un dialogue entre les deux, un dialogue fertile entre les deux? Bon, je vous laisse y réfléchir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver dans une autre émission.